Nous voilà en ligne. Monsieur Zakhartchouk, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu comme ça au pied levé pour cette émission dans une journée toute particulière qu'on a voulu sur Être Prof pour accompagner les collègues à organiser cette rentrée autour des événements d'il y a 10 jours. Alors, les conditions aujourd'hui semblent changer de par l'actualité, mais on va se concentrer sur la pédagogie cet après-midi. On va parler des valeurs de la République et de quelle pédagogie on peut disposer pour parler de ces valeurs de la République. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nous? Oui, alors donc je suis Jean-Michel Zakhartchouk. Je suis enseignant retraité depuis quelques années, mais toujours formateur et j'écris beaucoup de choses sur l'école. Et j'ai enseigné longtemps dans des collèges d'éducation prioritaire, en particulier à Creil, qui est une ville symbole un petit peu, puisqu'il y a eu les affaires du voile à une certaine époque, 30 ans. Et je fais partie du collectif des cahiers pédagogiques depuis longtemps aussi. Donc j'ai écrit pas mal de livres et coordonné des dossiers. Et en particulier, après les attentats de 2015, j'ai eu envie d'écrire, et aussi en faisant écrire d'autres gens, faisant témoigner beaucoup de gens, notamment du réseau des cahiers pédagogiques, sur ces valeurs de la République, mais surtout ce que j'ai appelé le livre avec un titre un peu long mais explicite, qui est quelle pédagogie pour transmettre ces valeurs, parce que la transmission, ça veut dire l'appropriation par les élèves, et non pas une transmission descendante qui est inefficace, mais on y reviendra. Et donc transmettre ces valeurs de la République par la pédagogie, voilà, je pourrais développer ça tout à l'heure si vous le voulez bien. Tout à fait. En guise de préliminaire, en préparant l'émission, vous avez écrit dans le document préparatoire qu'il y avait une nécessité à articuler l'émotionnel et le cognitif. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus, et ça nous permettra de nous donner un cadre dans les échanges qu'on aura? Oui, alors bien sûr, l'assassinat atroce de notre collègue provoque beaucoup d'émotions. Et on sait que l'émotion, ça peut être un facteur positif, surtout que lorsqu'il s'agit d'empathie et de partage de l'émotion avec plein de gens. Mais ça peut être aussi un facteur aveuglant qui conduit à la colère aveugle et à ne pas agir de façon rationnelle. Et comment articuler ça avec ce qu'on pourrait appeler le cognitif, c'est-à-dire raisonner, être dans la nuance, dans la complexité. Et la question de la gestion des émotions à l'école, elle est très présente, et elle a été longtemps sous-estimée. Je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à cette question-là. Et là, c'est un bon exemple, justement, où il faut peut-être laisser un temps à l'émotion de s'exprimer, mais peut-être avec une certaine distance, par exemple par l'écrit, et puis le raisonnement et la discussion. Accueillir l'émotionnel et ensuite travailler dessus pour passer Voilà, c'est ça. à un apprentissage. Travailler dessus, et ça veut dire aussi prendre de la distance. Tout à fait, exactement. Passer peut-être de notre cerveau reptilien à notre... Oui, à quelque chose de plus raisonnable. Et le côté émotif et tout ça, et puis tout à passer fait, au exactement. rationnel. Oui. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, et Oui. pour commencer, est-ce que vous voulez bien essayer de définir ce que sont que les valeurs républicaines? Voilà, moi je m'en suis tenu tout simplement au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, qui a beaucoup de sens, mais avec des discussions sur chacun de ces mots. Mais je crois que les pères fondateurs de la République, notamment il y a eu un livre, je crois l'an dernier, de Vincent Peillon, qui remontait à l'histoire de ces différents mots, qui n'est pas toujours bien connu. Le mot fraternité a été ajouté après, il n'était pas au début. Et je crois que c'est Jaurès qui a dit que la fraternité, c'est ce qui permettait de faire tenir les deux autres. Et je crois que c'est autour de fraternité qu'il y a d'ailleurs beaucoup de discussions, parce que quel type de fraternité? C'est effectivement, parce que
la fraternité, ça peut être aussi, d'une certaine façon, le communautarisme, l'enfermement sur les frères, au sens, c'est un mot qui est utilisé, bon, et avec des sens différents. En plus, il y a le problème est frère et pas sœur, alors que frère, ça veut dire frère et sœur, évidemment. Mais c'est quand même important. Et je m'en suis tenu là, et contrairement à ce que disent certains, je pense que la laïcité ne se situe pas sur le même plan, mais peut-être qu'on peut y revenir après. Oui. En tout cas, pour ce qui est de la liberté et de l'égalité, je pense que c'est vraiment important que les deux soient conjugués ensemble. Alors c'est intéressant les enquêtes qui sont faites au niveau européen sur le sentiment, quelles valeurs dominent dans certains pays européens. On sait que par exemple aux États-Unis, la liberté va être très importante, l'égalité. En France, c'est vrai qu'on a une passion de l'égalité, mais qui se heurte parfois à la réalité, qui est beaucoup moins égalitaire. Et parfois, on oublie la liberté, qui est quand même fondamentale. Et justement, les grands républicains, et notamment Jaurès, insistaient beaucoup sur la liberté, et c'est pas un hasard si elle était mise en tête. Mais la liberté, pour moi, c'est avant tout, en tout cas au niveau de l'école, l'autonomie intellectuelle. La liberté de penser, c'est aussi être libre dans son esprit, et donc de ne pas être influencé à l'excès, parce qu'on est toujours influencé par des idées qui ne sont pas les siennes, qu'on croit être les nôtres et qui ne sont pas les nôtres finalement, mais qui sont. Donc c'est tout le problème aussi aujourd'hui de l'enrôlement, donc, qui est contraire à la liberté. Voilà, enfin, il y aurait beaucoup de. Mais c'est intéressant d'étudier l'histoire de ces trois mots. Tout à fait. Et effectivement, vous venez un peu de. Est-ce qu'il y a des éléments dans l'évolution au cours de l'histoire de ce triptyque qui serait intéressant à connaître et à avoir pour finalement se mettre en contexte et voir la teneur de ce triptyque? Ben, je pense que, par exemple, sur la liberté, ce que je viens de dire sur l'autonomie intellectuelle, c'est finalement, je dirais pas nouveau, mais c'est un point sur lequel il faut insister peut-être aujourd'hui particulièrement par rapport à ces élèves, par exemple, qui disent « moi je suis libre de dire ça », etc. Qu'est-ce que les limites de la liberté, par exemple aussi la formule de dire la liberté de chacun s'arrête lorsqu'elle porte atteinte aux autres. Je pense que c'est une vision restrictive. Ce n'est pas que cela, hein, parce que voilà, et c'est notamment l'idée de se mettre à la place des autres, et c'est ça aussi l'empathie, qui fait que comment accorder les libertés des différentes personnes. Sur l'égalité, il y a quand même deux notions qui, d'une certaine façon, sinon s'opposent, mais sont en tension. C'est l'égalité réelle et puis l'égalité des chances, qu'on nous parle beaucoup à l'école, mais l'égalité des chances, est-ce que c'est suffisant ? Parce que ça peut aussi faire accepter l'état de société tel qu'elle est, ou l'état de l'école telle qu'elle est, par exemple, en disant simplement il faut donner les mêmes chances à chacun, mais ça ne suffit peut-être pas, parce qu'il faut peut-être aussi se dire est-ce que ça consiste simplement à élargir le champ des gagnants, et puis la fraternité, je crois qu'elle revient un peu, elle était un peu oubliée, et on voit aujourd'hui son importance, et je pense en particulier aux travaux d'Abdenour Bidar, qui a écrit sur la fraternité, un livre très intéressant qui est très d'actualité. Merci pour cette introduction. Je vais utiliser une question qui est dans le chat et qui fait tout à fait le lien avec ce qu'on s'était dit dans notre déroulé. Il y a Régis qui parle on voit beaucoup maintenant liberté, égalité, fraternité et laïcité. Oui. Donc du coup, quelle est la place de cette laïcité dans ce triptyque des valeurs républicaines? Alors, moi, je me réfère beaucoup à ce que dit Pierre Kahn, qui est un chercheur, un universitaire, qui a beaucoup travaillé, enfin, qui est à l'origine du programme d'éducation morale et civique, et qui, mais c'est pas lui qui a trouvé cette formule, mais qui insistait sur le fait que la laïcité n'était pas une valeur, mais un principe qui, d'une certaine façon, autorise les trois valeurs à fonctionner. Et c'est vrai que ça peut même choquer certains s'ils ne comprennent pas bien ce que ça veut dire. Ça diminue pas la laïcité,
mais ça lui donne un autre statut. Et je crois que si on en fait une valeur, on en arrive vite à une espèce de religion de la laïcité, ce qui est paradoxal. Alors que c'est un principe juridique, c'est quelque chose qui autorise, qui ouvre des possibilités et qui donne des possibilités à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Donc alors, je vais avoir une question. Voilà, oui. Je vais avoir une question un peu naïve parce que justement, j'arrive pas moi à percevoir cette différence que vous mettez derrière le principe valeur, et je veux bien un essai de clarification. Principe au sens de principe juridique, en fait. C'est au niveau du droit, c'est-à-dire bien sûr, après on peut toujours dire valeur, mais qu'est-ce que ça dépend ce qu'on appelle le mot valeur. Le mot valeur, c'est des croyances fortes dans certaines choses. Alors que la laïcité, c'est pas au niveau de la croyance, parce que justement, c'est l'autorisation sous certaines conditions d'existence de toutes les croyances. Et je crois qu'il faut revenir aussi au débat fondateur de la loi de la séparation de l'Église et d'État, de la loi de 1905, où, alors je ne sais pas si c'est aussi connu, les débats qui ont eu lieu à l'époque. Certains voulaient en faire une loi anti-religieuse, en quelque sorte, autour d'Émile Combes et des gens comme ça, et qui consistait par exemple à interdire les congrégations, à interdire par exemple la tenue de la soutane en public, par exemple. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça fait écho à... Tout à fait. Et puis la conception d'Aristide Briand, de Jean Jaurès et d'autres, qui ont voulu en faire une loi d'ouverture et d'une certaine façon de réconciliation et pour le vivre ensemble. Et c'est eux qui ont gagné et qui ont fait de cette loi de 1905 quelque chose de toujours remarquable, qui est quand même toujours, même si elle a été souvent amendée, mais sur le fond, ça reste cette idée de liberté, de croyance. Alors après, la question, c'est concrètement, ça ne résout pas toutes les questions, et ensuite il y a des discussions. Voilà. Tout à fait. Et du coup, après, dans le cours de notre émission, on verra comment on peut faire vivre cette laïcité. Oui. Moi, ce qui m'intéresserait, là, qu'on aille un peu plus loin à propos de cette définition de la laïcité, c'est que on a une définition, je dirais légale, du dictionnaire, mais on a différentes acceptions de ces termes-là et différentes manières de la faire vivre. Et je veux bien que vous nous mettiez à jour les manières de faire vivre cette laïcité qui peuvent être vraiment en totale antinomie, ou en tout cas en controverse. Alors, au niveau de l'école, parce qu'on ne va peut-être pas voir la société en général, mais au niveau de l'école, c'est vrai que d'abord, elle ne s'applique pas de la même façon selon qu'on est agent de l'État ou selon qu'on est élève. Je pense que c'est quand même une distinction capitale. Les enseignants et les personnels doivent suivre cette laïcité autrement que les élèves qui sont en formation et qui n'ont pas les obligations qu'ont les enseignants. Effectivement, je pense que personne ne discute, enfin, pratiquement personne, au moment des débats sur la loi du voile, par exemple, ne discutait du fait que les enseignants ne devaient pas porter des signes de distinction religieuse. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Dans des grands pays démocratiques et très avancés du point de vue démocratie, je pense à la Nouvelle-Zélande, par exemple, ou le Canada, ça ne passe pas comme ça. Bon, donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a une question de définition aussi comment dirais-je, des sujets qu'on peut aborder à l'école aussi, parce que finalement, et ça c'est intéressant aussi de voir, alors on va voir que c'est pas forcément directement en rapport avec la laïcité, mais quand même. Jules Ferry, dans un célèbre discours aux instituteurs, indiquait qu'il fallait pas à l'école choquer ce qu'il appelait à l'époque l'honnête père de famille, et il se référait à la morale de nos pères. Donc ça serait contradictoire avec le fait d'aborder des sujets comme la
religion, Mmh, comme les tout à croyances, fait. etc. Puis en Mmh. même temps, Jules Ferry faisait de l'école une arme contre L'obscurantisme, l'occultisme, voilà, et complètement. contre, non pas contre la religion, parce qu'il n'a jamais été combattu la religion, mais Mmh. contre l'emprise religieuse Mmh. sur les âmes. Donc finalement, bon, et d'ailleurs, ce qui est incroyable quand on lit les textes, c'est que la référence à Dieu était présente encore, a été présente très longtemps. Dieu étant une espèce d'être suprême dans les textes, y compris les textes officiels, pendant très longtemps, parce que c'était une espèce de compromis. Donc l'idée des compromis, elle est très ancienne. Alors jusqu'où on va dans les compromis, ça c'est toujours, on parle au Canada des arrangements raisonnables. Mmh. Ça peut aller très loin, trop loin, et puis en même temps, alors un des exemples qui est connu et qui est qui fait pas mal l'objet de controverses d'ailleurs, même auprès de gens qui pensent, enfin qui sont proches de moi. On est des fois divisé sur les mères voilées, les accompagnatrices, hein, ça a été un sujet. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi une notion de pragmatisme. Et je vois, moi je suis dans un endroit où il y a énormément de personnes issues d'immigration et beaucoup de mères voilées qui accompagnent leurs enfants et qui sont hyper loin de tout intégrisme et tout ça. Donc, Mmh mh. si on veut pouvoir faire des sorties, il n'y a pas de raison de les exclure. Et voilà, ça, c'est des sujets comme ça qui peuvent être discutés. Mais parce que dans ce cas-là, ce ne sont pas des agents de l'État, ils ne sont pas rémunérés par l'État, donc ils ne sont pas le même statut. Mais alors après, les élèves, est-ce que, jusqu'à quel point les élèves qui sont en formation doivent respecter la laïcité, quelle laïcité en tout cas, lorsqu'ils disent des choses qui sont l'expression de leur croyance, Mmh. est-ce qu'il faut les faire taire ou est-ce qu'il faut discuter pour bien faire la distinction entre les croyances et le savoir, Mmh. qui n'est pas toujours simple non plus, hein, mais et si on les fait taire, de toute façon, ils continueront à penser, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui cette distorsion entre des élèves qui vont répondre pour avoir des bonnes notes, des choses qui plaisent aux profs et qui sont éventuellement conformes à la science, à l'histoire, etc. Et puis qui vont continuer à penser. Donc le but de l'école, c'est quand même de permettre aux élèves de prendre de la distance par rapport aux croyances. Et peut-être que c'est ça une forme de laïcité aussi, c'est non seulement le respect des croyances, mais aussi empêcher que ces croyances fassent entrave à la science, aux faits, au savoir. Mais ce que vous dites finalement, c'est que les élèves, eux, arrivent avec ce qu'ils sont, avec leur Oui, capital, et c'est que c'est un capital en construction, et il faut partir de ça. Et, voilà. et Oui, du coup, oui, accepter certains discours, alors pas accepter, entendre certains oui. discours Mm, et les entendre pour mm, travailler avec, déconstruire et reconstruire. Et du coup, oui. on va pouvoir là parler pédagogie. Mm. Quels sont les sujets, les thématiques, les cadres qui permettent cette éducation aux valeurs républicaines? Oui, alors juste avant de répondre, je Bien sûr. rebondis sur le terme partir de, parce que c'est Mmh. intéressant comme terme, parce il est ambivalent, quoi. C'est partir de, ça veut dire Ah oui, point de départ, mais ça veut dire aussi partir, hein, d'une certaine OK. façon. Mmh De mh. même que l'ambiguïté du mot comprendre, qui Mmh. aujourd'hui a donné enfin, qui donne deux adjectifs, compréhensif et compréhensible. Et je pense que c'est pas du tout la même Mmh. chose. Tout à fait. Alors voilà, donc ça c'est des distinctions sémantiques qui sont intéressantes parce qu'elles révèlent la complexité du travail de l'enseignant. Et c'est vrai que la complexité, c'est pas toujours quelque chose qui apparaît en premier dans les discours médiatiques ou sur les réseaux Non, sociaux, etc. Bon, donc exactement. voilà. Alors pourquoi j'ai parlé de pédagogie? Parce que pour pouvoir justement mener ce travail avec les élèves, il faut avoir une maîtrise pédagogique importante. Et c'est vrai que lorsqu'on organise un débat, mais qu'on distribue des rôles, y compris en donnant des rôles à des élèves de président de séance, mais aussi d'observateurs, mais aussi de preneurs de notes, etc. Voilà. Par exemple, là,
on introduit un dispositif qui permet déjà de prendre de la distance et d'organiser des séances. Par exemple, bien définir. Je pense que c'est important, par exemple, à certains moments, de demander à des élèves, alors ça dépend de l'âge aussi, bien sûr, mais demander à des élèves de défendre une position qui n'est pas la leur. En disant, certes, bon, voilà, certes, je rapporte ce que disent certains, et ça c'est important de se mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas d'accord. En fait, c'est développer l'idée d'arriver petit à petit à penser contre soi, parce que la pensée, c'est d'abord, tout ce que les scientifiques le disent, c'est arriver à penser contre soi pour justement réaffirmer ensuite, pour affermir ses convictions. Et ça on peut y arriver parce que des dispositifs comme la discussion philosophique qu'on utilise dès l'école primaire de façon intéressante, permet petit à petit, et là aussi on voit des progressions chez les élèves. Au début ils ne savent pas trop, mais ensuite on y arrive à quelque chose. De même que le travail sur des textes, sur des films, je crois que quand on définit clairement les rôles, le cadre, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'on pourrait essayer d'aller un peu plus dans le détail et avoir une illustration de ça? On peut peut-être partir de cette thématique du développement de l'esprit critique et peut-être faire part d'une expérience et de quelque chose qui a un objectif, une structure et une fin, et que ça soit un peu plus illustratif que des principes. Oui, la discussion autour d'un sujet, je pensais par exemple, ça remonte à loin, mais c'est tout à fait, ça me fait penser à l'actualité. C'est après le 11 septembre, où j'avais les quatrièmes, le lendemain du 11 septembre, le fait d'avoir organisé une discussion comme ce qu'il fallait en parler, mais il y avait des rôles très, très précis qui étaient définis dans la classe, et avec de temps en temps un éclairage par moi-même. Par exemple, c'est vrai que quelque chose à un moment, introduire un fait, par exemple, à un moment, pour faire rebondir la discussion. Moi, j'avais, par exemple, dit, dans les tours Tower Center, il y avait beaucoup de musulmans qui ont été tués, des femmes de ménage, etc. Et donc voilà, ensuite, ça permet de rebondir. C'est le prof, il n'est pas simplement, il faut pas être d'un côté donneur de leçons morales parce que ça sert pas à grand chose, mais il faut pas non plus être non interventionniste. Je pense qu'il faut à certains moments réguler et fixer des règles, par exemple pas de moquerie, pas interrompre quelqu'un qui est en train de parler, même si. Et dans ce cas-là, si on interrompt, on n'a plus la parole. Passage par l'écrit à certains moments. Par exemple, je crois que ce débat-là, si je me souviens, j'avais demandé d'abord des écrits, parce que ça permet de prendre de la distance. L'écrit, c'est une manière de prendre de la distance. Demander à des élèves de faire un compte-rendu en essayant de reprendre ce qui est dit. Alors, ils peuvent le faire à plusieurs, parce que c'est pas facile. Alors, ça dépend là, c'était des quatrièmes. Ça avait plutôt bien fonctionné, malgré un grand climat émotionnel. Et je pense que alors là, ici, c'est à chaud, mais bien sûr, on peut mener des débats qui sont pas à chaud. Et ça peut être aussi à l'occasion. Moi, je l'ai pas dit, je crois, au début, prof de français. Et en français, à l'occasion de textes, je pense à Voltaire qu'on cite souvent, mais c'est intéressant parce que mener un débat sur la tolérance à partir de textes de Voltaire on voit des querelles, par exemple, où on voit des intégristes qui défendent tel point de vue, etc. Ça rend vivant aussi ces textes. J'ai envie de dire presque paradoxalement que quand Voltaire est attaqué par des religieux intégristes, au fond, ça montre l'actualité de quelqu'un qui c'est pas un écrivain mort qu'on étudie par. Voilà, ça devient quelqu'un de vivant et on essaye de voir l'actualité. Mais c'est évidemment, il faut maîtriser et il faut le faire que quand on maîtrise suffisamment. Il y a des classes avec certains climats de classe où c'est très difficile
il ne faut pas tenter l'impossible non plus. Et parfois, par exemple, la co-animation, quand c'est possible avec un collègue, c'est pas mal quand même. Parce que là, ça fait écho à une question d'une jeune collègue qui dit comment former aux valeurs de la République quand on est PES et qu'on n'a aucune formation, aucun recul. Quelle méthode, qu'est-ce qu'on fait effectivement quand on n'a pas la maîtrise de la pédagogie, qu'on n'a pas fait ses armes et qu'on se retrouve devant un sujet aussi dangereux est-il, quoi. Je n'ai pas de réponse définitive. L'important, quand c'est possible, c'est de compter sur le collectif, sur l'équipe. C'est pas toujours le cas. Il y a des établissements où il y a vraiment un vrai travail d'équipe et puis d'autres pas. Donc, quand on peut être accompagné par quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut être comme ça peut être le CPE aussi. Bon, il faut voir si c'est possible. De toute façon, je pense que dans tout établissement, il faut voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles et pas se lancer dans des aventures possibles à contrôler. Donc, j'invite aussi à la prudence lorsqu'on ne se sent pas suffisamment armé pour. Mais c'est vrai que la médiation par des textes, par des documents extérieurs, permet quand même d'introduire un tiers qui va permettre un peu de distance. Et puis l'utilisation de l'écrit, c'est intéressant aussi, parce que par exemple, on peut très bien faire écrire sur un sujet chaud comme la mort de Samuel Paty, c'est autre chose que de le dire à l'oral, et puis ensuite le professeur peut restituer cet écrit, mais en le filtrant, en enlevant ce qu'il peut y avoir de provocateur, mais en faisant une synthèse, en donnant les points de vue. Enfin, ici, en l'occurrence, la distinction entre la légitimité de pouvoir être choqué par des caricatures, et puis évidemment le fait, je dirais même pas seulement de tuer, mais d'empêcher un professeur de travailler, etc. Donc ça peut être un procédé, quoi, de faire écrire et puis de restituer ce qui est écrit, mais pas en lisant les textes, mais en faisant une synthèse, par exemple, ça peut être intéressant. Mais toute la difficulté, et c'est l'objet de la pédagogie, j'aurais envie de dire, c'est de savoir au service de quoi on fait cet exercice, c'est-à-dire pourquoi on fait écrire nos élèves, quel est l'objet de tout ça? Est-ce que c'est de se donner un objectif? Et ça, c'est pas forcément évident en début de carrière et dans un contexte qui est le nôtre. J'aurais envie juste de redire et de repartager ce qu'Hélène Romano, psychologue, a partagé avec nous ce matin, et qui disait que dans les événements qu'on est en train de vivre, on peut lundi, si on rentre dans nos établissements, déjà en premier lieu rappeler la parole de l'État, du plus grand que nous. C'est-à-dire que c'est pas moi en tant qu'enseignante qui prend la parole. Je me fais je transmets un message du président via le ministre, via une obligation de. Et ça peut tout à fait s'arrêter à cet endroit-là. Il n'y a aucune obligation à engager quelque chose sur lequel on ne se sent pas à l'aise. Et je pense que ça, c'est important de se donner cette liberté-là, parce que c'est mettre en danger l'enseignant et mettre en danger aussi la pensée plurielle d'une classe. Et je trouve que ça serait bien plus dangereux. Oui, d'ailleurs, ce que vous dites, pas seulement pour cette occasion-là, je pense que c'est important aussi souvent de se situer comme personne garante de la loi républicaine, ou des règles de l'établissement aussi. En l'occurrence, c'est plutôt républicain, mais je pense que moi j'essayais, même si parfois on ne respecte pas tout à fait ce principe, même quand je sanctionnais un élève, dire au fond, c'est pas moi qui sanctionne, c'est l'application du règlement, et je pense que ça introduit de la distance aussi. C'est pas une affaire entre moi, individu, et les élèves. Moi, je suis un agent de la République en quelque sorte, et oui, ça c'est important. Et puis réaffirmer que
le chef de l'État, etc., sont légitimes. Après, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça fait partie de la loi républicaine. Oui, et puis quitte à ce que plus tard, à un autre moment, on puisse reprendre ce débat sans le côté émotionnel. Exactement. Et enfin, en tout cas, se donner le temps de construire, de savoir pourquoi on le ferait, au service de quoi, et d'y réfléchir à plusieurs, avec des collègues, et de se mettre en sécurité. J'ai fait une émission ce matin avec 2 personnes qui sont expertes en intelligence collective et qui disaient que pour avoir le courage de dire ce qu'on pense, il faut être vraiment en sécurité, et que cette sécurité, elle se construit dans le collectif dans lequel on engage un dialogue. Et si on n'est pas certain de pouvoir l'assurer, eh bien, il vaut mieux différer ce temps de dialogue. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Je veux bien profiter de vous poser une question qu'il y a dans le chat. Et alors, je ne sais pas si c'est Jean-Michel, Jean-Marc, Audin, qui dit comment transmettre ces valeurs républicaines dans un contexte de défiance généralisée vis-à-vis des institutions, des systèmes politiques. Et c'est vrai que c'est très compliqué je dirais, de défendre des valeurs ou des principes d'une république qui est vraiment mise à mal et dont on a une défiance incroyable dans notre contexte. Oui, tout à fait. Mais je pensais par exemple insister sur le fait que les lois de la laïcité ou de la séparation de l'Église et de l'État, finalement, ont protégé et ont permis à des religions minoritaires de s'exprimer. Et que, y compris la religion musulmane, et que montrer les grandeurs de la République, je pense que c'est important de les affirmer. Et ce qui peut être intéressant quand même, c'est de faire intervenir dans les gens extérieurs à l'école, en particulier des élus locaux, réhabiliter. Moi, je pense vraiment que réhabiliter la politique, au sens général du mot, c'est une tâche essentielle. Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté en histoire, en éducation morale et civique, de faire des cours un peu abstraits sur la République. Les élèves vont réciter ça dans des interrogations. Mais si on veut entrer dans le vif du sujet, il faut prendre des exemples et voir qu'est-ce que ça veut dire ne pas obéir à la loi, à quel moment on peut ne pas obéir, et puis faire comprendre l'intérêt du débat, y compris, d'ailleurs, je suis frappé d'ailleurs du fait que les gens ignorent le travail réel qui se fait dans les assemblées, par exemple. Ils ne voient que le côté spectacle, et alors qu'il y a quand même on voit la différence d'ailleurs entre les séances plénières de l'Assemblée nationale et les travaux en commission, qui sont beaucoup plus intéressants. Quand on suit une chaîne comme LCP, on s'aperçoit qu'il y a des débats de fond. Et donc essayer d'introduire aussi des moments de discussion autour de débats d'aujourd'hui, notamment par exemple l'arbitrage entre la santé et l'économie, entre l'écologie et l'économie, des choses comme ça, qui montrent que qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Mais je ne nie pas que c'est difficile, et que la défiance, elle est grande, et ça, personne n'a de solution, un miracle pour y parvenir. Mais je pense vraiment que cette réhabilitation de la politique est importante. Alors Jean-Marc qui dit que réhabiliter la politique est une tâche ardue pour les profs. Je crois pour tout le monde, hein, mais je crois qu'il faudrait, et il dit, est-ce vraiment notre rôle? Je crois que peut-être revenir au sens noble de la politique, oui, bien sûr. Et pas de la projection qu'on en a en 2020. J'ai l'impression que quand on est perdu comme ça, dans un contexte qui va un peu dans tous les sens, revenir à l'étymologie des choses et revenir à la racine de ces mots qui sont forts peut donner effectivement des pistes. Je veux bien qu'on avance un peu dans notre déroulé. On avait parlé donc du coup de la formation de l'esprit critique et de la nécessité vraiment d'une solide organisation, d'une solide pédagogie pour
pour avancer sur ce thème-là. Et on avait aussi commencé à lister le fait d'enseigner les faits religieux. Alors là, encore, comment on fait pour enseigner les faits religieux? Et qu'est-ce qu'on appelle faits religieux, pour commencer? Les faits religieux, il y a la connaissance de la religion proprement dite, et puis tout ce que les religions ont donné culturellement ou donnent culturellement, c'est déjà une distinction importante. Donc, on sait bien que le fait religieux, on ne peut pas comprendre toute une grande partie de l'art, de la littérature, sans référence à la religion. Et c'est vrai que j'ai constaté chez pas mal de collègues des méconnaissances quand même, y compris de la religion catholique, qui a forgé les esprits longtemps. Et comme beaucoup, quand j'étais petit, je suivis le catéchisme qui donnait une vision parfois édulcorée de la religion, mais qui donnait des repères des repères contestables, mais réels, que tout le monde n'a pas. Donc il y a déjà cette connaissance des religions, et c'est très difficile, parce que par exemple la connaissance de la religion musulmane, elle est très, très difficile, quoi, parce qu'il y a tellement de controverses et d'interprétations, mais au moins un minimum de lecture et de connaissances, et c'est le préalable pour pouvoir en parler en classe. Mais après, moi, si je reprends mon histoire personnelle, bien avant, je ne sais plus la date, mais enfin dans les années 80, je faisais travailler des textes de la Bible en français en classe, parce que j'estimais qu'ils étaient fondateurs, avant que ce soit reconnu comme texte fondateur dans le programme de 6e, par exemple. Et je pense que c'est important, et je précise que je suis très éloigné des religions par ailleurs, mais c'est essentiel pour comprendre vraiment plein de choses de la civilisation occidentale, mais disons. Et donc, moi, j'ai accueilli avec vraiment beaucoup d'intérêt le fait qu'on intègre cette étude du fait religieux à partir des années 90, en fait, avec le rapport Régis Debray, etc., sur le fait religieux à l'école, et surtout pas en faire une matière à part, mais bien voir, je dirais pas dans chaque matière, mais enfin un certain nombre de matières, l'importance que ça a. Après, bon, il y a plein de questions qui se posent, jusqu'où on peut aller, et notamment, aujourd'hui, on sait qu'il y a une contestation de la légitimité de la part de certains élèves à parler de religion lorsqu'on est enseignant. Donc là, il faut bien faire la différence, bien sûr, en disant que l'on en parle sur le plan historique, sur le plan culturel, mais qu'on n'est pas dans les débats théologiques après. Mais au moins dire qu'il y a des controverses, déjà, c'est important. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de jeunes ne connaissent pas non plus les religions, ils en connaissent une espèce d'ersatz, souvent très simpliste et très, très primaire. Mais c'est vrai que lorsque on dit à des élèves, par exemple, que je crois, les quatre premiers pays musulmans du monde sont pas arabes, par exemple, je me rappelle aussi une fois des élèves, on avait parlé du sacrifice d'Abraham, etc., et donc des élèves disant « Ah oui, c'est Ibrahim ». Et il y avait une élève qui était absente, et sa camarade, quand elle est revenue, lui a dit « Mais tu vois, c'est pareil que Ibrahim ». C'est vrai, il ne connaissait pas ces points communs entre les religions, mais on pourrait dire aussi les points communs entre une pensée humaine. Enfin, il y a un aspect des religions qui rejoint l'humanisme non religieux. Voilà, c'est par cet angle-là, du pluralisme, du fait qu'il y a beaucoup d'interprétations, qu'il faut remettre dans le contexte historique. Ces choses-là doivent être enseignées, et surtout pas isoler le fait religieux du reste. Il ne s'agit pas de donner des cours de religion, bien entendu,
mais plutôt… Mais justement, du coup, ça allait être ma question, et Sandy dans le chat pose cette question, c'est quelle formation pour les enseignants pour enseigner les faits religieux? Parce que nous, finalement, où est la ligne à ne pas dépasser, et qu'est-ce qui permet de ne pas dépasser, de rester à notre place? Et vous parliez tout à l'heure de croyances, de savoir, et je veux bien que vous alliez sur ce Oui, registre. alors, d'une part, malheureusement, dans l'éducation nationale, dans les années 90-2000, on a organisé pas mal de sessions de formation, mais qui étaient très théoriques, hein, avec des conférences par exemple, d'islamologues ou de spécialistes d'histoire des religions, qui en soi intellectuellement sont très intéressantes, mais ça n'arme pas forcément les enseignants. Donc ils doivent, ça a sa part, mais la part était trop grande. Et je crois que la formation, ça serait plutôt faire ce que j'ai fait parfois à l'IUFM à l'époque, par exemple, étudier des études de cas et comment on réagit, du genre, puisque ça j'ai connu ça aussi, des élèves qui veulent pas entrer dans une église ou qui veulent pas participer à un voyage parce qu'on va dans une église alors que ça n'a rien à voir avec des règles religieuses normales. Comment on réagit lorsque des élèves refusent de voir des statues nues de l'Antiquité, enfin des choses comme ça. Et il faut les deux, quoi. Il faut d'une part une connaissance, mais sans aller dans des sophistications qui n'arment pas tellement, parce que ça peut aller trop loin. Et quelques grandes bases du fait religieux, et avec la contextualisation, mais aussi, encore une fois, la pédagogie, c'est-à-dire quelle réponse on peut donner, et discuter sur ces réponses qui peuvent émaner d'un groupe, en disant qu'il y a des mauvaises réponses, mais les bonnes, on ne sait pas tout. Il y en a qui sont mauvaises que d'autres, etc. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Alors sur croire et savoir, là aussi, c'est une distinction célèbre entre croire et savoir, qui n'est pas si simple non plus, parce que jusqu'à un certain point, d'abord, les croyances, ça ne se limite pas aux religieux, bien sûr. Hein. On voit les croyances dans je sais pas, les médecines douces ou des choses comme ça, parce qu'elles sont fondées scientifiquement. Bon. Et puis en même temps, d'une certaine façon, il y a un certain nombre de pensées qui sont plutôt de l'ordre d'une croyance appuyée sur la raison. C'est-à-dire, je prends par exemple, tu as fait un autre exemple, le réchauffement climatique. Moi, j'ai aucune compétence pour juger personnellement de la véracité du réchauffement climatique. Je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. Par contre, j'ai une confiance. J'ai une confiance dans la science, dans le consensus scientifique, et donc ça devient une croyance, mais pas n'importe. C'est pas une croyance. C'est une croyance basée quand même sur un certain nombre de données, en particulier le consensus scientifique. Et il y a plusieurs degrés de croyance en quelque sorte. À ce propos de savoir croire, Être Prof et l'association Enquête sont en train de travailler sur tout un module d'accompagnement des enseignants sur cette thématique. Donc ça sera en ligne à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, il y a eu toute une réflexion et toute une conception d'outils et d'accompagnement pour accompagner les enseignants à ces notions-là. Oui, je sais qu'ils font un très bon travail. Oui. Je renvoie aussi pour cette distinction de croyance et savoir un livre qui est paru il y a quelques semaines, je crois, alors le titre exact, je ne sais plus, mais c'est en gros, il y a le mot confiance dans le titre, et c'est Elena Pasquinelli et Mathieu Farina, de la main à la pâte, qui expliquent la démarche scientifique et à quel moment, comment on peut donner la confiance dans la science. On pourrait dire aussi la confiance dans l'histoire. Les élèves qui disent mais non, ça n'a pas eu lieu, qu'est-ce qu'on en sait?
tout à fait. Et je crois que c'est une question importante, c'est comment on sait ce qu'on sait. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut développer aussi. Oui, très bien. Merci. Alors, on va arriver au dernier temps de notre émission et de notre partage, avec 2 questions. À votre avis, qu'est-ce qui doit être affirmé et posé le 2 novembre? Et ensuite, qu'est-ce qui doit se construire ou se reconstruire dans le temps un peu plus long? Alors, commençons par cette journée du 2 novembre, qui sera symbolique en tout cas. Alors, on ne sait pas trop dans quelles conditions ça va avoir lieu. Exactement. Il y a des incertitudes liées à la situation sanitaire. Mais ce que je trouve positif quand même, c'est que par rapport à ce qu'on avait entendu dire il y a quelques jours sur une façon de procéder très rigide, qui répondait aussi à la demande de dire il faut des positions claires, etc., mais qui risquait de rigidifier les choses en ne les contextualisant pas selon les établissements. Donc là, si j'ai bien compris, le ministère a assoupli beaucoup et accepté d'entendre aussi des voix syndicales et autres, associatives, pour qu'il y ait une certaine souplesse et liberté dans la façon d'organiser. Alors je crois que justement, il faut trouver la juste mesure entre le cadrage et la liberté absolue qui finalement, comme on le disait tout à l'heure, risque de mettre en difficulté des enseignants qui ne sont pas suffisamment expérimentés pour faire les choses tout seuls dans leur coin. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un premier temps, ça peut être accueillir l'émotion, mais par exemple sous forme écrite, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, il y a d'abord la discussion entre enseignants qui est très importante, Tout à fait. les 2 premières heures qui sont prévues normalement, et ça c'est indispensable. Et ensuite, donc, selon les cas, on peut présenter plusieurs propositions. C'est par exemple cette idée d'accueillir les émotions. Premièrement, d'affirmer, mais brièvement, sans faire un discours fleuve, ce que dit le président, enfin l'institution en quelque sorte. Tout à fait. Et puis après, il y a la question de la minute de silence. Et là, au niveau des cahiers pédagogiques, là, on va sortir sur notre site des propositions diverses concernant le silence, qui n'est pas la même en primaire, en secondaire. Et déjà, expliquer ce que c'est qu'une minute de silence, parce que c'est un rite qui n'est pas forcément connu, et de dire qu'il ne concerne pas que l'école, puisqu'il y a eu des minutes de silence sur les stades, des choses comme ça. Les stades, ça peut donner aux élèves une autre motivation, et bien faire la distinction entre ce qu'on peut... il y a le respect de l'acte formel de la minute de silence. Après, pendant la minute de silence, chacun peut penser ce qu'il veut. On ne contrôle pas les pensées. Mais le respect de la minute de silence, c'est l'équivalent du respect des règles à l'école, puisque ça a été institué. Chacun doit être silencieux. Après, comme on demande aux élèves d'être silencieux dans un contrôle ou n'importe, et ne pas en faire, pas dramatiser les choses, parce qu'on sait bien qu'il risque d'y avoir quelques dérapages et qui vont être mis en avant par certains médias malveillants. Tout à fait, oui, exactement. On oublie un peu que dans 95 ou 96% des cas, ça va bien se passer. Et après, je pense que c'est un peu différent si on est professeur d'histoire, si on est professeur de MC, c'est peut-être pas la même chose que si on est prof de maths, mais je pense quand même qu'on ne peut pas dire dans notre école, comme ça a été le cas en 2015 de certains enseignants, dire moi je fais prof de maths, c'est pas mon problème, etc. Je pense que c'est le problème quand même de chacun. Alors là, comme ça touche la solidarité avec un collègue, et peut-être aussi dire un peu l'émotion du prof, je pense que ça... mais il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit bref, mais de dire ses sentiments à un moment donné, surtout dans le fait de la compassion et de l'empathie, c'est important aussi, parce qu'on est aussi des êtres humains, il faut le montrer aux élèves. En tout cas, il n'y a pas de façon
magique de procéder. Il y a plusieurs façons. Parce qu'il y a aussi, il y a d'une part le risque de dérapage du côté d'élèves qui diront pas, qui justifient le meurtre, mais que le fameux il a bien cherché, ou en tout cas, il n'aurait pas dû faire ça. Mais il y a aussi, dans d'autres endroits, des élèves qui ont des parents qui sont très, on pourrait dire, entre guillemets, islamophobes, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, qui vont dire des choses aussi dans l'autre sens. Donc, il faut peut-être bien préciser, et notamment bien préciser la différence entre la liberté d'expression dans une discussion, mais aussi les limites de la liberté d'expression, le racisme qui est un délit, etc. Merci pour cette journée du 2 novembre. Et pour terminer, à votre avis, quel est l'enjeu de l'après 2 novembre et de la construction à plus long terme en rapport à ces événements? Je crois qu'après 2015, il y a eu vraiment beaucoup de ressources qui ont été élaborées, beaucoup de travaux qui ont été faits autour de l'esprit critique. Et puis c'est un peu retombé sous prétexte que l'essentiel c'est d'occuper des fondamentaux, lire, écrire, compter, notamment à l'école primaire. Et je crois qu'il ne faut pas abandonner le travail. Non seulement il ne faut pas l'abandonner, mais il faut le mettre au premier plan, le travail de développer l'esprit critique chez les élèves. Ça, dans le livre que j'ai écrit, il y a tout un chapitre là-dessus. Je crois que c'est une dimension extrêmement importante, la lutte contre le complotisme, et on n'a pas encore les solutions qui marchent à tous les coups, mais le travail aussi sur les réseaux sociaux, sur le fait... L'éducation aux médias. L'éducation aux médias, mais qui comprend bien sûr l'éducation. On ne peut plus simplement se contenter de faire une analyse comparative de journaux à l'heure des réseaux sociaux. Donc là, c'est un terrain encore neuf qu'il faut explorer et trouver des bonnes solutions à l'école. Et le développement de l'esprit critique, oui, c'est quelque chose qui doit être au cœur de nos préoccupations. Et c'est la meilleure façon de défendre la laïcité, c'est bien de développer l'esprit critique. Et l'esprit d'ouverture. Et à côté de ça aussi, la gestion des émotions. Comment développer la raison en servant des émotions comme un adjuvant et non pas comme un obstacle. Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu une émission d'être prof avec les coordonnateurs du numéro qu'on avait fait, travailler avec les émotions des cahiers pédagogiques. Jean-Charles Léon, qui était co-coordonnateur, travaille là-dessus aujourd'hui sur l'élaboration de ressources et d'outils autour de la minute de silence qui vont paraître, je crois, à partir de demain sur les cahiers pédagogiques, sur le site. Très bien. Mais à charge pour vous, si vous voulez bien, où j'irai chercher l'information, qu'on ait ce lien-là pour la mettre en avant et mettre en avant le travail, l'énorme travail des cahiers pédagogiques et soutenir ce travail. Voilà, je profite de ça parce que je crois que vraiment on a besoin de parutions comme ça, on a besoin de travail et de collectifs. Il y a à la fois des textes de réflexion, mais aussi beaucoup d'outils, de ressources et de témoignages concrets. Un immense merci. Merci pour cet échange. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à Karine qui a repris vos propos dans le chat et qui les synthétisait. Merci à Julia aussi qui a mis en avant certaines ressources. Voilà, merci beaucoup. Bon courage à tous. Bon courage à tous les enseignants qui sont présents. Bon courage pour lundi prochain. Exactement. Et pour nous, sur Être Prof, un dernier rendez-vous tout à l'heure, un dernier atelier pour les enseignants du secondaire que Cécile, je co-animerai avec Cécile, collègue de secondaire. Voilà, je crois que Julia a mis le lien pour s'inscrire si vous souhaitiez nous rejoindre dans notre réflexion.
Bonne fin de journée, bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir à tous.